Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Week-end Sport comme tous les jeudis à partir de 21h, vous le savez. L'émission juste avant le week-end, toutes les compétitions, football, basket, volleyball, basketball et bien d'autres. Il y a eu du triathlon la semaine dernière. Il y aura bien sûr d'autres compétitions. On va parler de tout ça, mais l'événement, vous le savez, dans notre pays, c'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. On va en parler avec un Algérie-Congo qui se profile demain au stade Mandela. On va en parler, on va aussi décortiquer avec nos consultants foot cette, j'allais dire petite, mais pas si petite que ça, cette gifle donnée par les jeunes sénégalais, des jeunes de grand gabarit, hein, d'après Skerman. On va en parler également. On va parler des matchs retard qui vont jouer ce week-end jusqu'à mardi. Il va y avoir d'énormes marathons. Fini pour les Champions League africaines, que ce soit pour la GSK ou le CRB. Reste que l'USMA en lice pour une place en finale. Elle va jouer les demi face à la SEC Mimosa. Très mauvais souvenir pour le Shabab Riadi de Belouizdad, cette fameuse équipe de la SEC. Et il me regarde du coin de l'œil. Ahmed Laribi, je peux rien, c'est les stats, hein, c'est comme ça reste dans les tablettes. Et voilà, donc les consultants, l'équipe avec nous. Djilali Touzi, notre consultant qui est avec nous. Salut Djilali. Salut Riyad, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à nos chers téléspectateurs. C'est bien, désolé. Salut Ahmed. Salut Riyad, très heureux de vous retrouver. Pareillement. Et de retrouver les compagnons. Avec Badrou Belhadjoula qui est avec nous. Salut Badrou, merci d'être là. Bonsoir Riyad, bonsoir Ahmed, Fatah, Djilali. Je suis très ravi de servir nos téléspectateurs en bonne compagnie. Lui, il a tombé la veste, il a tombé le bistouri, le stéto, la blouse blanche et il est là avec nous. C'est le foot qui est là. Salut Fatah. Salut Riyad, bonsoir mes amis. Djilali, Ahmed et Badrou. Et comme tu le disais tout à l'heure, si on n'est pas passionné, on ne peut pas faire ce métier. Absolument, absolument. Il y en a qui savent jouer avec les pieds, d'autres avec la tête. Et ben nous, avec la langue, voilà. Et voilà, on va commencer par les U17, s'il vous plaît. Et notre cher script Radia va nous lancer le jingle de l'équipe nationale. C'est parti. Alors, on a pris un grand vent face aux Sénégalais. Ça a été dur à encaisser 3-0. Mais toutes les chances restent intactes pour l'Algérie face au Congo, l'équipe du Congo qui affrontera les jeunes Algériens demain. Et on va regarder ce papier d'avant-match préparé par Sami Achicho et on revient en parler juste après. Somalie, une défaite devant le Sénégal. Le 11 national abordera le troisième match avec une grande détermination afin d'éviter tout calcul. Al-Skerman et son staff ont basé leur travail sur l'aspect psychologique. Physiquement, l'équipe est fin prête pour cette chaude empoignade face au Congo. C'est un match très important pour déterminer celui qui finira deuxième du groupe. On va tout faire pour gagner les 3 points et rendre les Algériens fiers de cette équipe. نسعوا باش نتأهلوا في المرتبة الثانية بنتيجة إن شاء الله مرضية وتكون في صالحنا إن شاء الله. Anatouf et ses camarades auront à cœur de se racheter lors de la dernière journée du groupe A. Ces derniers sont décidés à relever la tête et à aborder ce dernier match avec beaucoup de détermination. مباراة راح تكون بمثابة نهائي. Cette rencontre, on l'abordera comme une finale. On est motivé et déterminé à réaliser un bon résultat. Notre but sera de gagner et se qualifier. En face, les Congolais joueront leur dernière chance de qualification après une défaite et un match nul. On va aborder ce match pour pouvoir chercher la qualification. L'Algérie a pu perdre contre le Sénégal, mais ça c'est autre chose. Nous allons jouer un match pour gagner et ce qui s'est passé entre l'Algérie et le Sénégal, c'est autre chose, c'est un autre match. Algérie-Congo, ça sera ce vendredi à partir de 20h au stade Nelson Mandela. En même temps, au stade Cheikh Hamlaoui de Constantine, le Sénégal sera opposé à la Somalie. Et voilà, sous le regard bienveillant au-dessus du stade de Madiba, donc à 20h au stade Mandela, cette Algérie-Congo qu'on va aborder. Vous l'avez vu, en tout cas les Congolais qui sont bons, en tout cas dans la communication, qui disent c'est pas le même match, attention. Mais 3-0, Djilali, ça a du mal à passer quand même avant d'aborder ce match face au Congo. Il faut se reconcentrer. Il faut se remobiliser aussi.
Il faut tourner la page. Il faut essayer d'être présent sur le plan Mais d'abord, mental. Il faut expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Oui, lors du match, peut-être je dirais que c'est une contre-performance qui est douloureuse en quelque sorte. Moi, on n'a pas trop parlé de cette équipe du Sénégal avant la rencontre. Bon, par la suite, certes, on a constaté que c'est des joueurs très, très, très costauds sur le plan morphologique, mais aussi très techniques. Ça démontre qu'il y a une formation, un travail qui est en train de se faire au Sénégal, ça fait plus de 10 ans. Par contre, par rapport à notre équipe nationale, il y a certaines choses qui se sont pas bien déroulées comme on veut. Surtout, il y a eu des insuffisances et des carences sur le plan, je dirais, tactique. Surtout, moi j'ai constaté 4 points très importants. Allez-y, rapidement. Il n'y a pas eu dans l'organisation du jeu, il n'y a pas eu cette relation, cette connexion entre le milieu de terrain et les attaquants beaucoup plus. Il n'y avait pas assez de jeu en mouvement. On ne faisait pas assez d'appels dans les dos des défenseurs sénégalais. Pour essayer de prendre de vitesse les adversaires. Oui, parce que là, dans le football moderne, surtout s'il y a une différence de gabarit, on est obligé d'être très vif, très rapide dans les actions. Et il faudra être toujours en mouvement. Disponibilité aussi pour pouvoir donner solution aux porteurs du ballon. Il y a une petite remarque que j'ai faite aussi. Parfois, il y avait Anatov, l'avant-centre, le capitaine et le buteur de l'équipe qui décrochait et venait jusqu'au milieu de terrain pour récupérer des ballons. Pour récupérer des ballons et aussi pour donner des solutions aux autres joueurs du milieu de terrain que eux aussi devaient aller dans le dos des défenseurs sénégalais, chose qui n'a pas été faite. Donc je pense que sur le plan tactique, il y a eu des insuffisances. Et puis il y a aussi l'entraîneur du Sénégal qui a dit « J'ai étudié le jeu des Algériens et j'ai tout de suite compris qu'il fallait les empêcher de jouer balle au pied, donc je les ai étouffés tout de suite très haut. » Donc ce qui fait que ça c'est un peu le catenaccio italien, c'est faire déjouer l'adversaire, c'est-à-dire leur empêcher de jouer leur propre jeu. Il n'y a pas que le physique, Ahmed, il y a aussi le fait qu'ils te battent physiquement dans les duels, ce qui est normal. Mais ça peut se contourner quand on arrive à développer son jeu rapidement, comme a dit Djilali. C'est-à-dire, c'est pas forcément de courir plus vite que l'adversaire, puisque Arman a dit court plus vite que nous. C'est faire circuler le ballon plus vite que l'adversaire et de proposer des solutions de passe, ce qui n'est pas arrivé. Ah oui, vous avez parlé d'études de l'adversaire. Maintenant, c'est une qualité de haut niveau. Maintenant, même au niveau des jeunes, il y a ce qu'on appelle le visionnage, c'est très important. Puis, j'ai envie de dire que personne ne s'attendait à un tel score. C'est vrai qu'on joue chez nous, tout le monde se disait que c'est vrai qu'il y a une déception énorme. Tout le monde était déçu d'abord par la manière de jouer de nos joueurs, par le résultat 3-0. On a reçu une gifle, il ne faut pas l'oublier, mais ça fait partie du jeu. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est être vraiment concentré sur le match du Congo. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le Congo, c'est pas une expression, allez, joviale, triviale, Robza. Non, attention, pas du tout. Maintenant, la réalité du terrain, elle est autre. Et puis, ils sont physiques aussi. Hein, ils sont physiques, oui, c'est vrai. On a entendu tout à l'heure le joueur le Congolais. Il disait qu'on est déterminé, ils cherchent la victoire. Ils savent ce qui les attend. Quoique, ils sont dans un âge vraiment où ils sont en préformation et en post-formation. Mais c'est des joueurs qui sont avertis, qui sont aguerris. Ce que j'ai remarqué dans les derniers matchs, c'est qu'il y a une animation, il y a une possession de balle de tous les pays, même la Somalie qui est pour sa première édition. C'est vrai que ils ont joué un bon match face au Congo. Très bon match. Ils ont pris un point quand même. J'ai suivi le match. C'est vrai, on a gagné 2-0. On a senti qu'on va faire un bon départ. Ça n'a pas été le cas parce qu'on est tombé sur meilleur que nous. Il faut l'avouer. Il faut admettre on s'est pris un mur. Parce qu'on s'est dit que les Sénégalais étaient bons. Ils auraient pu nous battre. On s'est dit que score étrique à 1-0, 2-1. Mais 3-0, ça a été quand même... Mais je peux vous dire, Riyad, qu'en deuxième mi-temps, nos joueurs, ils n'avaient pas les uns pour lutter contre ces joueurs du Sénégal. Juste pour vous rajouter, en plus du physique, ces garçons, les Sénégalais, hein, ils ont un mental. Moi, j'ai écouté leur zone mixte en sortant de la douche après le match. Eh bien, unanimement, c'est le discours depuis Dakar. Vous savez ce qu'ils ont dit, tous, sans exception? On est venu pour se qualifier à la Coupe du Monde. Ils n'ont pas dit on est venu gagner la CAN des U17. En fait, dans leur tête, ils vont la gagner.
ou ils espèrent la gagner, ils sont là pour ça. Mais regardez ce qu'ils ont dit. On est venu pour se qualifier à la Coupe du Monde et on veut partir en Coupe du Monde, tenez-vous bien, et on veut gagner la Coupe du Monde et la ramener au pays. 6 joueurs ont dit ça. On est venu pour se qualifier en Coupe du Monde, pour aller gagner la Coupe du Monde. Regardez le mental de ces jeunes garçons. Et pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils ont les qualités pour aller très loin et ramener cette Ils sont conscients, ils sont conscients de leur qualité. Parce que ça fait partie de leur cursus de formation. Et puis deuxièmement, ce qu'il faut relever, Riyad, c'est que, vous savez, dans une carrière de jeune joueur, vous sortez d'une Coupe d'Afrique des Nations U17 et vous allez juste après jouer une Coupe du Monde. Ça vous fait grandir mentalement sur le plan. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les gens qui vont faire le scouting. Et puis l'année prochaine, vous avez 18 ans, le scouting, et vous trouvez un grand club. Non, je veux parler de scouting. Actuellement, chez nous, il y a beaucoup de clubs français qui ont envoyé leurs émissaires. Il y a même un club italien qui est l'Udinese. Il y a Montpellier, il y a Toulouse, il y a Marseille, il y a PSG. Donc, pour vous dire que c'est des joueurs... Petit budget et grand talent. L'Udinese, Toulouse... Par ça, Riyad, ce que j'ai décelé comme information, la plupart des équipes africaines qui sont chez nous, les U17, au niveau des gardiens de but, il y a un très bon gabarit de morphotype. Ils sont vraiment géants. On va demander ça à Abdelnour, le gardien du temple. Juste une phrase. Et ensuite, Djilali. Non, mais moi je vais dire juste une phrase. Il n'y a pas de secret, Riyad. Champion d'Afrique en titre, Cannes, Chan, U20 et U17 sont en chemin. Le foot est au Sénégal en ce moment. Absolument. Et il n'y a pas de secret pour ça. Djilali l'a bien précisé. Badro le répète à chaque fois. Il n'y a que le travail, Badro. Et puis vous avez oublié l'équipe nationale féminine, champion d'Afrique. C'est ce que j'étais en train de dire. Je l'ai pas cité. Big Soccer, ils sont champions. Ils ont tout raflé. Moi, je pense que le Sénégal, actuellement, ils ont pris le relais de la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, c'est la Côte d'Ivoire actuelle. C'est la Côte d'Ivoire d'il y a 10 ans. Alors, on va passer rapidement, le temps passe. Il faut pas oublier. Rapidement. Algérie-Congo, demain à 20h. Il faut jouer comment? Plus poser de questions? On peut les battre, les Congolais? Oui, je pense qu'on a cette possibilité de... Pardon, Djilali. Je pense qu'on a les possibilités, les capacités. Mais vous savez, moi je voudrais revenir un petit peu en arrière pour parler de la défaite contre le Sénégal. C'est vrai que quand on a des gosses U17 qui ont perdu 3-0, il faut savoir comment les accompagner pour pouvoir se qualifier. Maintenant, je pense que le staff technique a fait son travail sur le plan pédagogique, psychologique, comment accompagner ces joueurs pour rentrer facilement dans le match contre le Congo, parce que c'est une bataille où les Congolais vont se livrer. Et puis je pense que c'est un match qu'il faut gagner. Djilali ? Donc il faut tourner la page maintenant. Obligé. Mais il y a une chose qui est importante, un match ne ressemble jamais à un autre. C'est un match de football, sur 90 minutes, tout est possible. Donc il faudra mentalement être fort, il faudra aussi être solidaire, il faudra se donner à fond, et je pense que la victoire va nous... Et j'espère qu'il n'y aura pas... Moi j'ai remarqué que Mathias, le gardien montréalais, avait quelques petites sorties hasardeuses un peu inquiétante. Vous y serez demain au Stade Mandela. Voilà donc pour ce match Algérie-Congo. Et en marge, messieurs, de cette compétition continentale. Et on va voir les images dans quelques instants. Il y a eu une rencontre entre les différents DTN ou directeurs techniques nationaux africains. Certains sont africains, d'autres sont étrangers. On sait que certaines nations africaines engagent des Européens. On le voit à l'image. Les images, il y avait Saïd Fellag sur place. Où il y a eu notamment, ça s'appelait Knowledge Exchange Workshop. C'est un brainstorming, on va dire, de réflexion et d'échange d'idées entre les différentes... Il y a eu beaucoup de monde, il y a le SG de la FAF, il y a également Biskri, le DTN et son adjoint, et beaucoup donc de DTN et de formateurs pour le développement. Le but, c'est le développement des jeunes talents avec l'octroi par la FIFA aux différentes fédérations africaines une somme d'argent. Alors c'est autour de plusieurs millions de dollars par pays pour justement aider ces nations à faire de la formation. Ça a été très intéressant. On va voir dans quelques instants certaines déclarations, notamment de Biskri, le DTN, et beaucoup d'autres intervenants dans ce colloque ou dans ce brainstorming
brainstorming. On va les écouter. Bon, l'objet de ce séminaire, c'est les échanges de connaissances. Knowledge exchange, en anglais. Donc, sur le thème général aussi, c'est le TDS, c'est le développement des jeunes talents sportifs. Comment d'abord l'identifier, quelle est la méthode d'identification, quelles sont les voies de l'identification, l'issue de cette identification, le développement de ces talents et l'issue de ces derniers. Voilà les grandes lignes. Maintenant, ces échanges-là, qu'est-ce qu'un pays peut en tirer de l'autre pour développer le talent et bien sûr les jeunes qui puissent avoir un football de demain plus percutant, plus développé et c'est ça, parce que le football de demain c'est l'enfant d'aujourd'hui. En Algérie la priorité c'est la formation des formateurs, c'est des entraîneurs, puis bon, au niveau des académies, par exemple quand on a dit qu'on va lancer 16 académies, c'est pas dès l'année prochaine par exemple, c'est qu'il y a des échéances. On commence par exemple, là on peut commencer par 4-5 académies et des classes foot. Voilà, on est en train de discuter au plateau. Hein. Le brainstorming, il est aussi en direct ici, messieurs. Alors, on va enchaîner les déclarations qui étaient au micro de Saïd Flak et on va les découvrir en même temps que vous. Et puis, on va écouter ce que vont dire les intervenants qui ont brainstormé. Alors, brainstormer, le brainstorm, on traduit de l'anglais, c'est une tempête de cerveau. Ça veut dire que plein de cerveaux échangent leurs idées comme ça dans un petit tourbillon et ça fait des échanges, d'où le terme brainstorming. Je suis pas loin, hein. Ça va, je me débrouille. Oui. Je suis pas loin. Hein oui. Ouais, c'est pas mal. Alors, on va écouter ces déclarations et on revient sur le plateau. Alors, ce programme de développement des talents que met en place la FIFA, programme très récent puisqu'il date de 2022, je pense va permettre à l'Afrique et à tous ces pays au travers de ce programme d'identification et de développement, parce que les identifier c'est bien, mais les développer c'est sans doute nécessaire et indispensable, de tous ces talents, va permettre, je pense, à l'Afrique de demain de pouvoir, je dirais, surfer et rayonner sur la planète mondiale. Il y a l'Algérie qui a aussi développé de nombreuses structures et qui est en train de développer un programme dans ce sens. Il y a le Sénégal qui commence à surfer sur de nombreux et d'excellents résultats au travers de toutes ces équipes, que ce soit les A mais aussi les équipes de jeunes. Donc voilà, je pense que l'Afrique s'est mise en marche. Et vu la quantité et le nombre de talents qui composent tous les pays d'Afrique, je pense que l'Afrique de demain va peser lourd dans le football mondial d'ici quelques temps. Au Sénégal, nous avons fait une vidéo, une présentation sur en tout cas le chemin parcours du footballeur sénégalais, et nous l'avons montré que nous avions tout le temps travaillé sur des clubs, sur 3 centres de formation pour mettre en place nos équipes nationales. Lesquels centres étaient le centre Génération Foot, Djambar, Dakar Sacré-Cœur, qui ont tout le temps été effectivement nos clubs, nos structures préférées pour mettre en place nos équipes nationales de jeunes U17. Oui, le secret de la réussite, c'est en fait ce que je vous explique. C'est-à-dire aujourd'hui, on s'est posé la question, mais ces jeunes que l'on prend dans les centres-là, où est-ce qu'on les prend? Où est-ce qu'on les prend? Et effectivement, quand nous avons fait une enquête au niveau des centres, effectivement, comme je vous ai dit, ce sont des recruteurs qui sont dans les quartiers, dans les trucs partout pour recruter les joueurs, n'est-ce pas? Alors nous, on s'est dit, mais il faut qu'on organise ça, cette façon de recrutement. Comment? Et c'est que nous avons mis effectivement ce qu'on appelle le parcours du footballeur. Nous sommes venus à un séminaire d'échange et de partage de connaissances sur le programme de développement des talents que la FIFA met en place. Lui-même qui fait suite au programme Forward 2.0 sur les infrastructures. Lui, c'est 3.0 pour accompagner le programme de développement des talents, parce que l'objectif, c'est de réduire l'écart de niveau entre les grandes nations et les nations moyennes, en donnant plus de chances aux différents talents, en donnant, n'est-ce pas, la possibilité à chaque fédération d'identifier les meilleurs jeunes, c'est-à-dire les jeunes à fort potentiel, et de les mettre dans des conditions
qui puisse leur permettre de se développer et de s'épanouir et de devenir des footballeurs de très haut niveau. La Fédération algérienne de football a répondu favorablement par rapport à l'organisation de cet événement, puisqu'il s'agit d'un sujet très intéressant qui intéresse aussi bien les acteurs du football, et je parle précisément des entraîneurs et des encadreurs, et qui fait partie du plan et du programme de l'actuel bureau fédéral à sa tête, M. Jahid Zvizef. Voilà donc cet échange entre les différentes directions techniques. On a fini avec le SG de la Fédération algérienne de football. Alors, ça vous inspire quoi, Badro, ce brainstorming? Alors, je vais vous donner l'appellation exacte. Hein. Alors, ça s'appelle Knowledge Exchange Workshop, c'est-à-dire échange de connaissances dans un workshop. Voilà. Des connaissances. C'est une bonne chose, ma foi, en marge de cette compétition. C'est toujours. Ça permet aux gens de se rencontrer. Oui, mais il ne faudrait pas être naïf. Moi, c'est-à-dire, je le dis sans rougir, il ne faudrait pas être naïf. La nation qui travaille, comme le Sénégal par exemple, et qui a ses centres de formation, qui a son programme pour ces jeunes, pour la formation et les jeunes talents, qui a un programme en place, qui a des centres de formation, qui a un planning, etc., elle ne va pas vous déceler ce qu'elle est en train de faire. Il ne faudrait pas être naïf. Il faudrait qu'on retrousse nos manches. Il y a de la rétention même dans ça. Mais oui. Celui qui détient une connaissance et qui fait avancer son pays, il ne va pas te la donner. Il ne faudrait pas qu'on soit naïf. Il faudrait qu'on retrousse nos manches et qu'on crée nos centres de formation et qu'on s'occupe de nos jeunes talents. Voilà ce que j'avais à dire. Et on a les moyens d'être meilleurs que les autres. Moi, je pense que pour la démarche de tous les DTN de toutes les sélections, c'est une bonne démarche pour moi. Et puis, j'ai entendu le DTN de Sénégal qui dit qu'il faut d'ores et déjà penser à réduire l'écart par rapport aux autres nations qui sont en avance par rapport à nous. C'est-à-dire qu'ils se projettent. Ils se projettent absolument. Ça veut dire que l'Afrique, enfin certains pays veulent réduire leur écart par rapport aux grandes nations du football. Oui, moi je rejoins Badro, il dit que, vous savez, quand vous avez la recette de la réussite, vous la gardez pour vous, vous la donnez pas aux autres. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte d'espionnage. Et puis, c'est un travail qui se fait, si vous voulez, avec une certaine couverture. Moi, je dis qu'avant, au niveau de l'ESCS, et à Badro, on connaît quelque chose, il y avait des enseignants russes. Ils vous disaient que le football algérien, il est bon, le dribble, il est bon, mais ils ne vous donnent jamais comment faire développer le dribble, comment perfectionner ce dribble. Alors c'est pour dire que Badro a bien vu que c'est vrai que les nations, c'est vrai c'est le football, mais chacun travaille pour soi. On garde nation. Ce qui est légitime aussi. Légitime et logique. Et puis avant d'arriver à Djilali, c'est aussi un moyen de gagner de l'argent, parce que maintenant former des footballeurs, c'est une entreprise. C'est du business. C'est du business aussi, parce qu'on les vend après les joueurs, et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Djilali, sur cette rencontre. Et sur le moyen aussi, nous, de développer nos centres de formation. C'est nous qui sommes les plus concernés maintenant. Et les plus en retard surtout. Ouais, moi je dirais le rôle primordial et le rôle essentiel de cette DTN, c'est d'aller vers la formation et le développement du football national. Donc on n'a pas, il faut pas, au contraire, il faut faire une évaluation, il faut faire un constat approfondi et aller dans le bon sens. Donc il y a moi je dirais trois choses très importantes qu'il faudra mettre en œuvre. Ouais. C'est que la première des choses, c'est de construire des centres de formation, ne serait-ce pour les clubs professionnels et les clubs qui sont parrainés par des sociétés nationales. Donc c'est la première des choses à faire. Et je dirais des centres de formation avec bien sûr les moyens infrastructurels, avec les moyens pédagogiques et avec tout ce qui suit. De primo. Et de deux, avec surtout une thématique qui convient à notre société et à nos jeunes aussi. Oui. Parce que dans une formation footballistique, il n'y a pas le côté physique, technique, etc. Mais il y a aussi le côté mental à construire chez le jeune. Est-ce que si on va faire du plagiat sur une autre thématique de formation, est-ce que on va s'adapter ou non? C'est ça le problème qui se pose. Donc aujourd'hui, non, je vous ai compris, mon ami. Oui, vous avez totalement raison. Je voulais
juste rajouter une information. Aujourd'hui, on ne peut pas copier un programme défini, même si on l'a, même si on nous donne des astuces, ça peut ne pas marcher. Il faut une touche algérienne, vous voulez dire. Il faut une touche, ce qui est valable pour tous les sports. On va aller rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc la deuxième des choses, c'est qu'il faut multiplier ces académies. Il ne faut pas se contenter de 2 ou 3 ou 7 académies. Dans chaque région, il faut qu'il y ait académie. Parce qu'il y a des jeunes joueurs qui vont dans la disparition, qui vont dans l'anonymat, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des clubs qui leur convient et qui est peut-être près de là où ils habitent. Donc il faut créer des académies un peu partout. Ça, c'est le deuxième. Et la troisième des choses, c'est qu'il faut revaloriser ce championnat de jeunes. Donc il faudra revoir la programmation. Les jeunes qui sont à 9h, à 10h, il n'y a personne, ils sont à peine réveillés. C'est pas gratifiant pour eux aussi. Revoir le système de compétition, revoir la programmation. Et il faut pourquoi pas allouer un budget spécial pour les jeunes catégories. Pourquoi c'est toujours les seniors qui ont ce favoritisme? Donc il faut former aussi les formateurs. Mais tout est pour les jeunes. Oui. Moi j'ai entendu le président de la République dire lors de l'inauguration de Mandela, tous ces stades sont là pour la jeunesse. Et cette jeunesse, il faut qu'elle en profite, il faut qu'elle prenne plaisir, il faut qu'elle apprenne pour devenir... Parce que, il ne faut pas se mentir, messieurs, les jeunes footballeurs de 16-17 ans, ils font du foot pour devenir pro. Ils veulent en faire un métier. Donc pour être pro, il faut être performant, il faut être très bon. Donc ça commence par une excellente formation avec de très bonnes infrastructures. Et de la problématique d'installer des véritables formateurs au niveau de la catégorie U17. Ça, c'est un autre problème, les infrastructures et les formateurs. J'ai pas terminé. Rapidement. Donc former les formateurs, c'est-à-dire avec des stages de recyclage, des stages de perfectionnement. Il ne faut pas oublier que l'Algérien a du talent. Donc le talent, il existe dans ce pays. Donc il y a le talent, où il y a aussi le football typiquement algérien. Je dirais l'algérianisation du football. Elle existe, donc il reste comme le football est au Brésil, il y a un football typique algérien. Voilà, merci. J'allais prendre comme exemple, tout à l'heure vous avez parlé de clubs par région. On parlera peut-être à la fin de certains joueurs qui viennent de votre région, Djidjel, qui sont en équipe nationale, qui ont été obligés d'aller au Paradou parce qu'il n'y a pas d'école de formation à Djidjel. Donnez-moi un nom d'un joueur très connu qui vient de Djidjel, Amora par exemple. Oui, bien sûr, voilà, qui actuellement au Paradou, il y en a 4 ou 5. Actuellement en équipe nationale, il y a Bouawish. Bouawish qui est titulaire en équipe nationale. On sera encore obligé de parler de formation. On va encore parler de formation et de résultats. Et tout ça, c'est de l'argent. Hein. Et l'argent, c'est Money Time. Money Time. Money Time et Badolo, ça rime pas, mais c'est pareil. Badolo, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? C'est un sujet de portée générale et qui a trait un peu à ce qui s'est passé, c'est-à-dire on a un peu mis beaucoup de pression chez les jeunes, chez les U17. Et ça, c'est une très très mauvaise chose. Là, je voudrais parler des compétitions internationales dans toutes disciplines confondues, chez les jeunes catégories et les obligations de résultats par la structure ministérielle. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une compétition internationale, surtout quand elle se déroule à l'étranger, pour les U17 ou U15, cadets, juniors, minimes, on oblige les fédérations à pronostiquer les résultats et puis à mettre la barre très haute. Donc le ministère de la Jeunesse et des Sports, par le biais de ses services, impose aux fédérations sportives des pronostics de résultats quant à leur participation aux échéances internationales. Ce constat semble être dommageable à une stratégie globale et à toute la communauté sportive, impliquant ainsi des aléas et des perturbations au niveau des structures dirigeantes, fédérations, ligues et clubs. Parmi ces perturbations, le non-respect des phases de formation du jeune sportif, la recherche précoce des résultats par les entraîneurs des jeunes catégories au détriment des évaluations périodiques des acquis et des compétences à atteindre, l'éloignement du jeune sportif de la maîtrise de la compétition, les perturbations psychologiques et la grande pression qui engendrent l'augmentation du stress négatif chez le jeune sportif. Et enfin et surtout, la déperdition des jeunes talents sportifs, toutes disciplines confondues. Donc à mon humble avis, ce qu'il faut retenir, la compétition chez les jeunes sportifs
même international, devrait être un moyen d'évaluation périodique qui fait tout simplement partie de sa formation. Donc pas d'exigence du résultat. Pas d'exigence. La compétition de jeunes, c'est de la formation. Elle fait partie de la formation. Messieurs, vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Oui, moi je suis entièrement d'accord. Pas de pression sur les jeunes? Bien sûr, parce que c'est des gens qu'il faut savoir accompagner. Je dis souvent, sur le plan pédagogique, sur le plan psychologique. Là, il a fait un truc vraiment formidable. Il y a le respect de la base de formation du jeune. Vous savez, cette catégorie U17, le formateur, il n'a pas le droit d'élever le ton envers le joueur. Parce que là, il doit l'accompagner et lui trouver des repères. Parce que c'est l'adolescence. L'adolescence, oui. Parce Ahmed, que là, dans ce cas, excuse-moi, j'ouvre une parenthèse, Ahmed. Un dernier mot chacun et on passe à la Ligue 1. Non, dans ce cas, excuse-moi, Ahmed, mais il est très important que ça soit le formateur adéquat, le formateur qu'il faut. Parce que le problème ne sera pas dans le jeune, mais surtout dans le formateur. Oui, le formateur forme. En fait, moi, j'ai toujours dit qu'au niveau des catégories jeunes, et je parle en connaissance de cause, il faut, parce qu'un formateur, c'est d'abord un métier. Donc, il a le profil. Maintenant, vous savez, on parle souvent de centre de formation. Moi, je parle beaucoup plus de camp d'entraînement. Parce que si vous voyez un organigramme d'un centre de formation, on n'est pas prêt de le réaliser. Maintenant, on a besoin de camp d'entraînement. Ok, je suis d'accord. Mais un centre de formation, ça demande beaucoup de moyens. De moyens humains et aussi infrastructurels, messieurs. On va rester avec le foot. C'est passionnant. Hein. Je passerai toute la soirée avec vous, messieurs. On va rester avec le foot et on passe à la Ligue 1. Ligue 1, on l'a dit, nous on l'a dit ici, et la Ligue nous a entendu, donc pas de championnat jusqu'à ce qu'on purge tous les matchs en retard. Et ce week-end, Fateh, il va y avoir quelques matchs en retard. On va regarder ce qui nous attend cette semaine avec Fateh Abada. L'aventure africaine terminée pour nos deux représentants dans la compétition, à savoir le CR Belouizdad et la GS Kabylie. La Ligue de football professionnel a établi un programme de mise à jour du championnat afin de commencer à apurer les rencontres en retard, notamment celles concernant ces deux équipes. Le leader actuel, le CR Belouizdad, rencontrera l'Entente de Sétif le vendredi 5 mai pour le compte de la mise à jour de la 19e journée. 4 jours plus tard, c'est-à-dire le 9 mai, les Belouizdadis iront défier le Mouloudia d'Alger dans un derby algérois des plus prometteurs, et cela pour le compte de la mise à jour de la 20e journée. Draoui et ses coéquipiers devraient ensuite rencontrer la GSEB le samedi 13 mai pour le compte des 8e de finale de la Coupe d'Algérie, avant de jouer la 23e journée de championnat programmée les 17 et 18 face au RC Erba pour enfin finir ce marathon le 21 du même mois en cas de qualification en coupe et éventuellement affronter l'AS Khroub en quart de finale de Dame Coupe. C'est donc un match tous les 4 jours qui attend les enfants de l'Aqiba durant ce mois de mai. Un véritable parcours du combattant pour les protégés d'El Kouki qui devraient se remettre très vite de leur élimination africaine s'ils veulent sauver la saison. De leur côté, les Canaries menacés par la relégation et sous la coupe de leur nouvel entraîneur Youssef Bouzidi n'échappent pas à cette intense programmation. Les Kabyles joueront un match tous les 4 jours, en commençant par un gros morceau qu'est le néo-demi-finaliste de la Coupe de la CAF, l'USM Alger, dès ce vendredi 5 mai, pour le compte de la mise à jour de la 18e journée. Les coéquipiers de Bouchenchouch iront 4 jours plus tard défier les 6 Kawa de l'USM Khenchla, dans un déplacement des plus périlleux, dans le cadre de la mise à jour de la 19e journée, avant de recevoir le MC El Beyd le 13 mai pour jouer leur match en retard de la 20e journée et finir ainsi leur mise à jour. Les Usmistes, seuls rescapés algériens dans les compétitions africaines, n'échappent qu'à moitié à ce rythme effréné. En effet, les gars de Soustara ne joueront que 2 sur leurs 4 matchs en retard, en raison de leur rencontre des demi-finales de la Coupe de la CAF face à la SEC Mimosa. Les poulains de Benchicha rencontreront donc la GS Kabylie le vendredi 5 mai et le Parado Athletic Club le 21 du même mois. Match comptant pour la mise à jour de la 20e journée de championnat. Quant à leur rencontre face au MC Oran et au MC Alger, respectivement de la 21e et la 23e journée, la Ligue de football professionnel attendra certainement l'issue des demi-finales de la Coupe de la CAF avant de les programmer.
Quelle fin de saison avec plein de suspense. Il n'y a plus que 5 points entre le CSC et le CRB. Le CRB joue l'entente. C'est vraiment la fin de saison qu'on attendait. Beaucoup de suspense. Et puis il y a des marathons Fatah. Marathon pour la JSK, marathon pour le CRB et marathon pour l'USMA qui a encore la Coupe d'Afrique. Énorme semaine et énorme fin de saison. Vous avez tout dit, Riyad, effectivement, non, pas tout, énorme. Énorme marathon, mais c'est marathonien pour les 3 équipes, même celle qui est qualifiée encore, vous en parlerez de l'USMA, mais j'irai très rapidement avec nos consultants maison, Gilali et Ahmed, GSK, USM Alger, demain. Un match qu'on fera ensemble, hein, tout de GSK. Ça reste toujours un match NDC. Bon, l'équipe de la GSK, après l'arrivée de Bouzidi, c'est un guerrier, c'était quelqu'un qui ne recule devant rien. Donc, peut-être il saura comment faire passer son message. Les joueurs, ils sont déterminés à faire un résultat. Déclic psychologique, il peut y avoir. Surtout si on sait comment placer les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, du côté de l'USMA, je pense qu'il y aura moins de pression. Il ne faut pas oublier que cette équipe de l'USMA est sur une dynamique de victoire, dynamique de résultats. Donc, ils vont tout faire pour revenir avec un résultat. Donc, ça reste quand même un match indécis. Ahmed Alibi, les enfants de la Qiba blessés. Une débâcle en demi-finale, en quart de finale de Coupe d'Afrique, il faut le dire. Mais là, ils doivent se remettre dans le bain et ils reçoivent un gros morceau l'entente de Sétif demain. Un match que vous allez commenter avec notre ami Saïd Fella. Ah oui, un match, c'est vrai. Ce qu'on peut dire du CRB, c'est que les derniers matchs, le CRB ne carbure plus. Si on voit les 5 derniers matchs, le CRB a encaissé 11 buts et marqué que 5. Donc le comportement offensif laisse à désirer. Et puis je m'en suis inquiet demain pour cette équipe de CRB parce qu'en face, il y a une équipe qui est venue en conquérante avec le nouvel entraîneur qui est Billy Zeri. Donc face aux supporters qui sont déçus, qui sont mécontents, j'espère que le CRB demain aura cette capacité de surpasser tous ces rebondissements. Pour les supporters du CRB, on souhaite la même chose pour les supporters de l'entente de Sétif. Gilali, très rapidement, on va aller sur le reste des matchs d'une manière très rapide. Gilali, 2 mots, USMK, JSK du mardi. Je pense que c'est un match très difficile pour les 2 équipes. Peut-être le résultat dépendra du résultat de demain de la GSK contre l'USM Alger. Le gros derby, Ahmed Alibi. Oui. Le gros derby le même jour, le Mouloudia, le Classico, le Mouloudia et le CRB. Ah oui, c'est un derby qui est très important. Et puis, pour le CRB, tout dépendra du résultat de demain. Et puis, je pense que le Mouloudia, avec le nouvel entraîneur, il y a une manière de jouer, il y a une certaine confiance, il y a une certaine lucidité au niveau des joueurs. Donc, je pense que ça va être un très bon derby. Pour le reste, Riyad, on attendra la semaine prochaine pour parler de JSK MC El Bayed, du Parado Athletic Club et de l'USM Alger. Et en plus des 2 matchs qui resteront pour l'USM Alger, ce qu'on a dit sur le VTR, l'USM Alger aura encore 2 matchs et 2 gros morceaux. Le MCO qui joue son maintien et Mouloudia qui joue carrément le podium. Donc c'est infernal. Et c'est énorme aussi, parce qu'on ne le dit pas, mais c'est énorme aussi pour le Mouloudia qui joue le podium. Le Mouloudia se tape le derby avec le CRB en attendant le derby face à l'USMA, et ça passe par ces 2 derbys s'il va aller en Champions League, le Mouloudia. Et je pense que ces beaux derbys de fin de saison décideront en grande partie. Absolument, en grande partie. Ça, c'est un cadeau de fin de saison de Modouar. Hein. Il nous a tout gardé pour la fin. Il nous a tout mis comme ça, un bon paquet cadeau pour la fin de saison. Juste un dernier mot, Riyad, pour clôture ce chapitre. Donc, le championnat professionnel, 23e journée. La 23e journée se jouera le mercredi 17 et jeudi 18, sauf USMA. Mouloudia, en raison de la programmation de l'USMA. Match retour. Absolument. Face à la SEC. Voilà. Merci, voilà donc pour la Ligue 1. Merci, messieurs. On va encore parler de foot avec la Ligue 2. Jingle. Et on est à la 26e journée en ce qui concerne la Ligue 2. On vous donnera le programme dans quelques instants. Mais tout de suite, présentation de cette journée dans les deux groupes avec Sid Ahmed Bouraïb. Le sprint final pour l'accession est lancé. Dans le groupe centre-est, le leader, l'US Souf, aura un déplacement périlleux à négocier sur le terrain du Mouloudia de Constantine 5e et réputé difficile à jouer à domicile. Juste derrière, l'AS Khroub, qui se trouve à 1 point seulement, jouera également hors de ses bases, et plus précisément Khmis Rchna, où il affrontera l'équipe locale.
Derrière le duo de tête, le NRB Tlerma accueillera à huis clos l'AS El Mlila avec l'ambition de l'emporter pour entretenir l'espoir de revenir sur la tête du classement, tandis que le S Sorlozlan défiera le MC L'Alma. Dans la lutte pour le maintien, l'US Chaouia, premier non relégable avec 30 points, sera en appel sur le terrain de l'USM Al-Harrach. Dans le groupe centre-ouest, la course à l'accession est tout aussi passionnante. Le leader, l'US Ben Aknoun, accueillera l'Olympique de Médéa avec l'objectif de garder la tête du classement. L'US Mostaganem éliminé en coupe se dévouera désormais à 100% pour le championnat. Embusqué au troisième rang avec 53 points, la GSM Tiaret évoluera de son côté chez le Wydad de Tlemcen 14e qui lutte pour le maintien en Ligue 2 dans une rencontre qui se jouera sans public. Cette 26e journée sera également marquée par plusieurs duels dans la lutte pour le maintien, à commencer par le match entre le RC Kouba et le RC Relisen qui est déjà relégué au palier inférieur, ou encore celui opposant le MC Saïda au SCAF Khmis Meliana. Voilà donc cette présentation de Sid Ahmed Bouraïb. Et on va récapituler ces matchs avec de belles affiches. On va commencer par l'Est, Fatah. Comme l'a dit notre ami Sid Ahmed Bouraïb, de très beaux matchs, de très belles rencontres. L'IRB Ouergla qui va rencontrer le Hamra Annaba, donc c'est la relégation qui se joue. Le MOC Constantine qui va recevoir le leader, l'US Souf, un match très disputé certainement au vu de la position de l'US Souf qui est leader et qui joue l'accession. Le NRB Tlerma qui reçoit à huis clos l'AS Mlila, la GSM Skikda qui a déjà rétrogradé, qui reçoit le Cap Batna, l'USM Annaba qui reçoit la GS Borj Mlaïn, aussi c'est le maintien. L'IRB Khmis El Kheshna qui reçoit l'AS Khroub qui joue l'accession aussi, c'est à huis clos. El Harrach qui reçoit, l'USM Harrach qui reçoit l'US Chaouia, et enfin le MC L'Alma qui reçoit l'US Sorlozlan et aussi à huis clos. Tous ces matchs se joueront samedi à partir de 15h. Et pour le groupe centre-ouest, tous les matchs commenceront à 15h. Mais tenez-vous bien, il y a 4 huis clos dans cette journée. 4 matchs sans spectateurs. Alors, pour ceux qui espèrent encore finir en tête, c'est-à-dire Tiaret qui dégringole à la 3e place, l'Espérance de Mosta qu'on a vu la semaine dernière, messieurs, en coupe face au Paradou, et Ben Aknoun. Il n'y a que Ben Aknoun qui joue à domicile, à huis clos, et qui reçoit l'Olympique de Médéa. Mostaganem se déplace dans un derby chez le Galia à Mascara, et puis Tiaret à huis clos encore une fois dans un autre derby face au Wydad de Tlemcen, en mauvaise posture le Wydad de Tlemcen. Alors qui sortira glorieux de cette journée entre les trois, on verra bien. Encore un autre huis clos. Mechria sans public reçoit l'Azmo d'Oran, et puis le SCAF de Khmis Meliana qui a failli passer, le SCAF de Zawi qui perd devant l'AS Sochlef en Coupe d'Algérie au pénalty. Si ça continue comme ça, tous les matchs qui restent se joueront à huis clos. Et le SCAF Khmis Meliana aussi à huis clos face au Mouliad de Saïda. Seul match où il y aura du public. RC Kouba, c'est râpé pour Kouba, reçoit Relisen avec le public. Et puis le MCB Wetzli face au Wydad de Boufarik également avec le public. Et une journée à suivre donc pour cette Ligue 2. Je ne l'ai pas signalé, mais à l'Est aussi, c'est 3 matchs à huis clos, Riyad. Tlerma face à Mlila, Khmis Kheshna face à Al-Khroub, et aussi l'Alma face à Sorlov. Moi, je pense que de l'enjeu dans pratiquement il y a beaucoup d'enjeux, et je pense que c'est pour éviter que les supporters rentrent marquer les buts de la victoire. C'est déjà arrivé, et on préfère éviter d'en arriver là. Alors, on va me dire où est-ce qu'on en est. Voilà pour la Ligue 2, on va passer au jingle volleyball. Voilà. Volleyball avec, c'est la Coupe d'Algérie ce week-end chez les messieurs, avec un très beau dernier carré, Wydad de Tlemcen, Mouliya d'Alger, Oued Adouane et Borj Bouarij. Voilà les 4 qui vont animer les demi-finales. On va voir donc ces demi-finales qui commenceront vendredi à partir de 16h à Bouira, la JSC Ouled Adouane qui reçoit le NRB Borj Bouarij, et puis à Chlef. On a délocalisé ce match. En fait, on a coupé un peu la poire en deux, puisque Tlemcen joue face au Mouliad d'Alger et les deux vont se rencontrer à Chlef. Allez, on voit le programme. Voilà, on va regarder ce tableau des demi-finales. Donc 16h à Bouira, Ouled Adouane, Borj Bouarij, et puis à Chlef, Wydad de Tlemcen, Mouloudia d'Alger. Voilà pour les demi-finales de Coupe d'Algérie de volleyball. Place au basketball. Jingle.
je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, je me retrouve tout de suite. Merci à Saïd, le réalisateur. Alors, cette journée, on va voir quelques images. C'est la 15e journée du championnat d'excellence, messieurs, dans les 3 groupes. Et oui, il y a 3 groupes, messieurs. Il y a l'Est et l'Ouest, et puis il y a un peu entre les deux. Mais en fait, il y a le A, le B, le C. Voilà, je plaisante un peu. Alors, 4e journée, le IC Ouergla qui affronte le CRB Alger Centre. Le Mouloudia d'Alger reçoit la JS Skikda. Le CR La Roche reçoit le CRB Barraqi. Le CRB Mila affronte Beleka. Et puis le MM Batna est exempt de cette journée dans le groupe B. Le voilà, on le voit en image. Il y a Belmondraes qui reçoit l'OM Annaba. L'Olympique El Oued face au handball club de Zirout Youssef. Boutelja face au M Bosch Boaleli. JS Kabylie, le SAN Touta, exempt de cette journée. Le Shabab de Shelrom Laïd. On va passer maintenant au groupe C. Le groupe C, toujours dans cette 15e journée, où Bosch Boalij, l'autre club de Bosch Boalij qui joue dans le groupe C, le CR Bosch Boalij, affronte l'ES Arze. Le handball club d'Elbiar affrontera le Mouloudia d'Oran. L'Olympique de Marnia, et on revoit en image l'Olympique de Marnia, affronte le Mouloudia Club de Seïda. Le Mouloudia Club de Ouetlilet jouera face à la JS Saoura. Et puis, exempt de cette 15e journée, le club de SIG. Voilà donc pour cette 15e journée de handball. Et puis là, je suis sûr de ne pas me tromper. On va passer au basketball. Jingle basketball. Et le basketball avec le programme cette fois-ci des 8e de finale. Ça sera entre vendredi et samedi à Borj Boalij. Le CSC Guit Constantine face à l'Ulma. À Douera, il y aura un certain Mouloudia d'Alger face au CRB d'Arbeda. Ashlef Usma contre le CR Benessaf. Sétif, la ville de Sétif accueillera le NRB Stawali qui affrontera l'US Boukhadra. Stawali, ce sera Draria contre le NED du Sendé. Blida, la salle Omnisport, verra le match OMS Miliana au World de Boufarik. Et ce match-là, contrairement aux autres, se jouera à 18h30. Et puis samedi, à Bouera, il y aura le WRB, le Ulma, face à l'USM Blida. Ce sera à 16h. 2 heures plus tard, 18h ou 2 heures... Non, 2 heures plus tard. Il y a une petite coquille, 18h, à Blida, l'OMS Miliana, face au WOB de Boufarik. Voilà donc pour ces 8e de finale de coupe prévus entre vendredi et samedi. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Quelques encablures. Il a droit au Money Time et il a droit aussi aux dernières secondes de l'émission. Badro, c'est le patron ici. Merci beaucoup. Bon, je voudrais quand même donner des informations concernant la dernière journée des championnats d'Afrique U18 et U20 en Zambie. Eh ben, c'est une belle moisson. Pendant ces joutes, nos jeunes ont glané 17 médailles, dont 2 au nord. Je rappelle nos téléspectateurs qu'un championnat d'Afrique en athlétisme, c'est l'équivalent d'un championnat du monde. D'ailleurs, notre vice-champion du monde de l'année dernière, U20, au 800 mètres, n'a fait que 4e. Vous vous rendez compte? Donc, il faudrait quand même classifier les disciplines. C'est-à-dire, vous voulez dire que sur certaines épreuves et sur certaines distances, les Africains sont les meilleurs du monde. Absolument. Donc une compétition africaine, c'est un championnat du monde. C'est un championnat du monde. Donc voici, avec 17 médailles glanées lors de ces joutes, voici des jeunes à prendre en charge dès maintenant pour les JO de 2028. C'est maintenant qu'il va falloir prendre... On parle plus de 2024. C'est trop tard. Pour 2024, c'est trop tard. Il reste un faudra se rappeler de cette petite intervention de Bodolo. C'est maintenant. Faudra pas dire qu'on ne savait pas. Non. Et puis, une prise en charge bien spécifique pour les JO de 2028. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. Ça sera trop tard. Bravo pour les jeunes, en tout cas. Bravo pour les jeunes. Bravo, un grand bravo pour Amin Johri, qui est le directeur des jeunes talents sportifs au niveau de cette fédération d'athlétisme et qui fait un peu tout. Il n'a pas fait le déplacement, tout simplement parce qu'il occupe plusieurs tâches actuellement au niveau de la fédération. Il est aussi directeur de l'organisation sportive. Donc, je lance un appel. Quand
c'est-à-dire, il faudrait quand même ramener d'autres techniciens au niveau de cette fédération. C'est une grande fédération avec un potentiel énorme. Il faudrait répartir. On a compris, moi je suis pris par le temps. Rapidement, j'ai même pas une minute. Alors vous voulez rajouter quelque chose? 30 secondes. Ça reste à vérifier une information disant que la CAF va lancer la CAN U15. CAN U15. C'est une info Djilali Touzi. CAN U15 lancé par la CAF. Merci messieurs, merci Djilali, merci Ahmed, merci docteur, merci Badro et merci surtout à vous mesdames, messieurs d'être si fidèles à Canal Algérie et à Weekend Sport et toutes les émissions sportives. Il y aura Canal Foot avec Saïd Fellak et puis 52 chrono mardi. Demain vous avez match. C'est Entente Servée. Vous serez avec Saïd Fellak, je n'oublie pas, salut Saïd. Vous serez en rouge, noir et blanc. Ça va être compliqué. Et puis Djilali Touzi et moi, on fera en différé ce fameux JSK USMA d'Alger, tellement important pour la survie des Canaries et pour le podium de l'USMA. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Au revoir à tous.